Correspondance. Martine Jacob. Correspondance est consacrée de nouveau à Maurice Genevoix, dont les cendres sont entrées au Panthéon le 11 novembre 2020. Diplômé de Normal Sup, Maurice Genevoix a 24 ans quand à la déclaration de la guerre, il rejoint le 106e régiment d'infanterie. Il sera sous-lieutenant. Quelques jours avant la bataille de la Marne, Maurice Genevoix écrit dans le recueil Ceux de 14, mardi 1er septembre. Les cuisiniers vont faire en arrière la soupe et le jus. Mais bientôt c'est la bousculade. La bataille crépite en avant de nous. Le capitaine nous fait dire que notre première ligne doit être enfoncée, qu'il faut redoubler de vigilance. Porchon, mon Saint-Cyrien, envoie par ordre une patrouille sur la gauche. Presque aussitôt des claquements de lebels et la patrouille, affolée, dégringole. Elle a vu des boches et elle a tiré. Mes hommes s'agitent, s'ébrouent. Il y a de l'anxiété dans l'air. Soudain, un sifflement rapide qui grandit. Et voilà 2 shrapnels qui éclatent presque sur ma tranchée. Je me suis baissé. J'ai remarqué surtout l'expression angoissée d'un de mes hommes. Cette vision me reste. Elle fixe mon impression. Encore mon agent de liaison qui arrive en courant. Le capitaine m'envoie vous prévenir qu'il n'y a plus rien devant nous. Nous sommes face aux Allemands. Est-ce vrai ? Nous avons vu passer des blessés, des fuyards. Un caporal de la 27, blême et suant, me crie que Dalet Leblanc a une balle dans le ventre. Un grand diable, la cuisse traversée, meugle. Il bute des 2 pieds et pèse de tout son poids sur les 2 hommes qui le soutiennent. La nouvelle me parvient, je ne sais comment, que le 67e se replie sur notre gauche en principe. C'est exact. Il nous remplace dans nos tranchées et nous nous portons sur de nouvelles positions à 500 mètres en arrière. Ligne de section par 4 dans le bois, près d'une clairière. Les chaudrons dégringolent. Un réserviste grand, blond roux, au premier qui explose, se retourne brusquement, me crie qu'il est blessé. Il est blafard et tremble violemment. C'est une branchette qui l'a piqué, comme il se baissait. Un second chaudron, et c'est la ruée frénétique de Ferral, serrant son poignet ensanglanté. Un 3e. Le caporal Trémaud reçoit dans la joue le bout d'un canon de fusil. Il est estomaqué un moment, puis ses esprits revenus, il sacre jusqu'à extinction. L'arrosage continue. Nous attendons qu'il cesse, boules côte à côte sous nos sacs. Comme je relève la tête pendant une brève accalmie, mes yeux rencontrent ceux d'un de mes hommes, attentivement fixés sur moi. Tournant un peu le cou, j'en vois un autre encore, qui me regarde avec la même expression attentive, sans malveillance, mais très aiguë. Cela met dans mes veines une bonne chaleur, vivante, tonique, dont je n'oublierai plus le bienfait. La nuit, plainte des blessés au loin, un cheval mutilé hennit, gémissement étrange et poignant. Je crois d'abord que c'est un oiseau de nuit qui ulule. Je fais le quart jusqu'à 11h, perclus de froid. J'ai réveillé Porchon depuis une demi-heure à peine. Je ne suis pas encore endormi lorsque vient l'ordre de départ. Nous retournons aux tranchées de Cuisy. Mercredi 2 septembre 1914. Il est 2h quand on arrive. On s'installe avec une impression de sécurité et de force. Ont-ils passé la Meuse en nombre ? Peut-être. Mais de là-haut, nous pouvons les attendre. Un mitrailleur est venu il y a 4 jours avec un télémètre et je lui ai demandé des distances exactes. S'ils viennent, je commanderai les feux qu'il faudra. En attendant, dormons. Les étoiles sont limpides et fixes. L'air fraîchit à l'approche du jour. Je me pelotonne dans ma capote, tout au fond de la tranchée, sur une couche de luzerne sèche. Et je somnole un peu. Sommeil coupé de réveil gelé. Mes hommes, en se secouant autour de moi, achèvent de m'éveiller. Je me frotte les yeux, m'étire les bras, saute sur mes pieds.
Le soleil couvre déjà les champs d'une marée de clarté douce. Je reconnais notre vallon, avec les points de repères échelonnés jusqu'à l'extrême limite du tir possible. Beaucoup d'aéros, les nôtres lumineux et légers, les Boches plus sombres et plus ternes, semblables à de grands rapaces au vol sûr. Devant nous, des Uhlans en vedette à la lisière d'un bois, cheval et cavalier immobiles. De temps en temps seulement, la bête chasse les mouches en balayant ses flancs de sa queue. À la jumelle, je vois sur un chemin 2 blessés qui se traînent, 2 Français. Un des Uhlans les a aperçus. Il a mis pied à terre, s'avance vers eux. Je suis la scène de toute mon attention. Le voici qui les aborde, qui leur parle. Et tous les 3 se mettent en marche vers un gros buisson voisin de la route, l'Allemand entre les 2 Français, les soutenant, les exhortant sans doute de la voix. Et là, précautionneusement, le grand cavalier gris aide les nôtres à s'étendre. Il est courbé vers eux, il ne se relève pas, je suis certain qu'il les pense. À 2 heures, les obus recommencent à siffler. Il y a une batterie sur la crête en arrière, c'est elle qui ouvre le feu. Elle tire depuis quelques minutes lorsqu'une marmite allemande vient éclater à 20 mètres de nous. J'ai relevé la tête automatiquement dès la seconde qui a suivi l'explosion. Et voilà qu'une chose invisible passe en ronflant près de mon nez. Un homme, près de moi, dit en riant « Tiens, les frelons !» Bon, à la prochaine marmite, j'attendrai pour me relever que les seins entiers soient passés. Je n'attends pas longtemps. En voici 4 à la fois, et puis 3, et puis 10. Cela dure 1 heure à peu près. Nous sommes tous collés au fond de la tranchée, le corps en boule, le sac sur la tête. Entre chaque rafale, mes 2 voisins de droite creusent fébrilement une niche dans la paroi. Ils s'y fourrent comme un lapin dans son terrier. Je ne vois plus que les clous de leurs semelles. Une fumée noire, cuivrée, qui pique la gorge et fait mal aux poumons, nous enveloppe de ténèbres fantastiques. Elle n'a pas eu le temps de se dissiper que déjà siffle une nouvelle rafale. On l'entend venir, irrésistible. Je perçois le choc mat du premier obus sur la terre avant d'être assourdi par la salve des explosions. Pendant une brève accalmie, le bruit d'une course me fait tourner la tête. C'est un de mes hommes pinards qui a bondi hors de la tranchée, là-bas, à gauche, et qui se rue vers la droite, sac au dos et fusil à la main, dans un chahut invraisemblable. Baïonnette cliquetante, gamelle trépidante, cartouche grelottante. Il me regarde au passage avec des yeux dilatés et va tomber comme un bolide sur des camarades qui font carapace avec le sac. Ils le reçoivent sur les reins avant d'avoir pu se garer. Avalanche de taloches ponctuées d'engueulades. Une rafale de 6 marmites les met d'accord. L'une d'elles est tombée à 5 mètres. Il m'a semblé que le mur de terre me poussait et j'ai reçu, en plein sur mon sac, une pierre de quelques kilos qui m'a collé le nez dans la glaise et abruti pour 5 minutes. Soleil couchant, très beau, très apaisant. La nuit s'annonce transparente et douce. Je me promène devant la tranchée dans un champ de luzerne, m'arrêtant au bord des entonnoirs énormes creusés par les obus et ramassant de ci de là des morceaux d'acier déchiquetés, encore chauds, ou des fusées de cuivre presque intactes, sur quoi se lisent des abréviations et des chiffres. Et puis je rentre chez moi et m'étends à terre pour dormir.
Jeudi 3 septembre 1914. Mon agent de liaison est venu m'éveiller. Il fait nuit encore. Je regarde ma montre à la lueur d'une allumette. 2 heures seulement. L'impression me saisit que nous allons attaquer. Sur une pierre en saillie, un cuisinier a posé mon quart rempli de jus. Je le bois d'un trait. C'est glacé, mais ça met d'aplomb. Où allons-nous ? Vers cette Sarge ? Je le croise un moment, mais nous laissons la route à droite et marchons sur Montfaucon. Déjà tout le village nous apparaît, escaladant la colline au sommet de laquelle il plante son clocher. Je distingue maintenant à l'œil nu la croix rouge du drapeau blanc qui flotte sur l'hôpital. Nous arrivons presque au pied du Mamelon, puis tournons à gauche, face au sud-ouest. Je ne verrai pas Montfaucon. Pour cause. Plusieurs régiments, toute la division, je crois, doivent se rassembler dans un ravin à quelques centaines de mètres du village. Le rassemblement traîne. On attend toujours des troupes qui n'arrivent pas. Ma compagnie d'arrière-garde s'est arrêtée sur le bord de la route. Il fait grand jour. Jusqu'à quand allons-nous rester là ? C'était pourtant hier qu'on nous bombardait, à Cuisy. Une détonation lointaine que je reconnais, artillerie lourde allemande. Au sifflement, je me rends compte tout de suite que l'obus vient droit vers nous. Je regarde Montfaucon et je vois près de l'église une gerbe de flammes et de fumée qui jaillit. 2 secondes et la détonation nous arrive, brutale et lourde. C'est le signal. Sifflement, éclatement, fracas de toits qui s'effondrent, de murs qui s'écroulent. Je sens trembler le sol sous mes pieds et passer sur ma peau le souffle des explosions. Je ne sais plus où je suis. Et je regarde, avec une tristesse hébétée, ces panaches de fumée noire, de fumée rouge, de fumée jaune qui surgissent partout, se rapprochent, se mêlent jusqu'à former un nuage immense, funèbre et sanglant, qui plane sur le village mort. Des voitures de blessés passent. Il y en a qui agonisent, des blessés à pied maintenant, qui se traînent à moitié couchés sur leurs béquilles ou s'appuyant de tout leur poids sur 2 bâtons. Un aumônier les accompagne. Il plaisante, il rit, pour essayer de leur donner confiance et courage. Un couple de vieux, pitoyable. L'homme a sur le dos une hotte énorme, pleine à crever. La femme porte au bout de chaque bras une grande corbeille d'osier que recouvre une serviette. Ils vont vite, les yeux pleins de détresse et d'épouvante, et se retournent encore vers leur maison qu'ils n'auraient pas voulu quitter et qui n'est plus maintenant peut-être qu'un tas de décombres fumants. À travers les prés, écrit Maurice Genevoix, un grand berger dégingandé, aux jambes si longues qu'il marche les jarrets pliés, pousse devant lui en vociférant une dizaine de vaches noires et blanches. Il traîne à la remorque des pieds énormes. On voit à peine sous sa casquette une tête de crétin grosse comme les 2 poings. La colonne est maintenant assez loin pour que nous puissions partir à notre tour. J'aperçois devant nous sur la route les 2 vieux de tout à l'heure, la femme toute mince et diminuée entre ses 2 paniers, et la hotte de l'homme sous laquelle tricotent 2 jambes minuscules. Derrière nous, toujours, les obus tonnent sur Montfaucon. Nous marchons, chassés en avant par une poussée inouïe dont j'éprouve seulement alors la sensation nette. Nous sommes courageux et nous voulons bien faire, mais où sont nos canons qui feraient taire cela ? Nous sommes bousculés, nous cédons, et tout doucement, une impression naît en moi, s'affirmant jusqu'à m'accabler. Je nous sens petits en face de cette force. Hier, de nos tranchées de Cuisy, je voyais les automobiles allemandes rouler sur les routes par la vallée où l'on venait de se battre, leurs brancardiers ramasser leurs blessés et dans un bouquet d'arbres près de Dannevoux, monter la fumée d'un bûcher ou brûler leurs morts. Leurs aéros planaient sur nos positions, repérant les points où allaient tomber leurs obus. Des cavaliers en vedette observaient, inlassables, et les patrouilles montées se hasardaient à travers les avoines et les seigles. Ce matin, je pense à toutes ces choses et je comprends quelle organisation met en œuvre cette force. Je me rappelle aussi que j'ai vu hier encore un bataillon allemand rassemblé entre 2 bois à 3 kilomètres à peine de nos lignes. Les hommes avaient mis bas leurs capotes et tranquillement creusaient des tranchées pendant que fumaient les feux des cuisines en plein air. Et je me demandais, avec un étonnement grandissant,
pourquoi nos 75 tant vantés ne lançaient pas une bordée d'obus au milieu de ce tas d'ennemis. Nous marchons sur une route poudreuse, la gorge sèche, les pieds douloureux. Nous traversons Malancourt, déjà vu, puis Avoucourt, et pénétrons dans la forêt de Hesse. Des chevaux crevés au bord des fossés, grands yeux vitreux et pattes raides. Un cheval blanc qui agonise soulève lentement la tête et nous regarde passer. Un sergent le tue net, à bout portant, d'une balle en plein front. La tête retombe, pesante, et les flancs tressaillent d'un dernier soubresaut. La chaleur croît toujours. Les traînards jalonnent la route, affalés sur l'herbe, dans la bande d'ombre qui court le long des bois. Il y en a qui se coulent hors des rangs, s'asseyent avec flegme, extirpent de leur musette un morceau de boule et un beefsteak racorni, puis se mettent à manger placidement. Parois, Brabant, grand halte près du village au fond d'une cuvette sans air où l'on transpire comme dans une étuve. Je n'ai plus de salive, j'ai la fièvre. Lorsque nous arrivons à Braucourt, des lueurs dansent devant mes yeux, mes oreilles bourdonnent. Je me laisse dégringoler sur un tas de gerbes, les membres rompus, le crâne vide. Je me décide à consulter. L'aide-major le Labousse, un grand gaillard à poils noirs, mâchoire saillante et volontaire, larges yeux qui révèlent une pensée toujours en éveil, examine les malades sous le porche de l'église. Il distribue des poudres blanches, des comprimés, des pilules d'opium, badigeonne de teinture d'iode, des poitrines nues, incises avec un bistouri, des ampoules engorgées de sang ou de pu. 2 hommes amènent un être chétif qui se tortille entre leurs bras, bave par les coins de la bouche et pousse des cris sauvages. Un épileptique en pleine crise. Quelques heures de sommeil dans le foin me valent un réveil presque gai. Je suis provisoirement remonté. Vendredi 4 septembre 1914. Extrait du recueil Ceux de 14 écrit par Maurice Genevoix. Nouvelle étape au soleil. La chaleur a encore grandi. Jubécourt, Villers-sur-Couzance, il y a là des gendarmes, des forestiers. On croise des autos à fanion, des autobus de ravitaillement, tout cela sans l'arrière en plein. Est-ce que vraiment ce serait une déroute ? Nous ne sommes pas talonnés. Je cherche à entrevoir au moins la raison de ces étapes brides abattues, de cette randonnée haletante vers Bar-le-Duc. Bien entendu, les tinettes se font jour, diverses et baroques. Celles-ci triomphent. Nous allons à Paris
pour y maintenir l'ordre. Jules Vécourt, Ipécourt, nous faisons la grande halte en sortant de Fleury-sur-Aire. Des dizaines d'hommes arrivent avec d'immenses quartiers d'un fromage plat, coulant, qui ressemble au brie. D'autres sont cuirassés de bidons qui arrondissent autour d'eux une ceinture énorme. Les musettes craquent. L'herbe dans le pré où nous sommes est drue et vivace. J'en vois qui se déchaussent et marchent pieds nus dans cette fraîcheur verte. Presque tous nous avons étendu au soleil nos capotes mouillées de sueur. Les chemises claires, les doublures des vêtements tirent à elles la lumière, les couleurs papillotent, fatiguent les yeux. On se lave jusqu'à la ceinture dans l'eau froide et transparente de l'air. 2 ou 3 se sont mis nus et font une pleine eau. Parmi eux, un nageur musclé à peau brune évolue avec une souplesse vigoureuse et tire lentement des brasses allongées qui le poussent en quelques secondes d'un bord à l'autre du large bassin où la rivière s'étale. Au long de la rive, échelonnés, les hommes barbotent, s'ébrouent. Ils lavent des chaussettes, des mouchoirs penchés vers l'eau. Le drap de leurs pantalons se tend entre leurs fesses. Une pellicule bleuâtre, peu à peu accrue, flotte à la surface et s'irise au soleil. Déjeuner gai à l'ombre des saules qui trempent leurs basses branches dans le courant. Près de nous, un lieutenant, sautelé, se tient debout au milieu d'un groupe, moustaches hérissées, bras nus, l'échancrure de sa chemise montrant une poitrine velue comme le poitrail d'un sanglier. Il étourdit les autres de sa faconde et de la violence de sa voix. Éraillé mais formidable, j'entends ceci. Il y a 2 moyens de les avoir, enfoncer le centre ou déborder sur les ailes. Nubécourt, l'étape ne m'a pas éreinté autant que celle d'hier. J'évoque la nuit proche que je passerai dans un lit, avec Boisdin, le saint m'excenté pour compagnon. Pauvre de moi, l'animal fait appel à mon bon cœur, à ce qu'il veut bien appeler ma connaissance de la vie. Il a le gîte et il espère le reste. Popote dans une cuisine qui ressemble à toutes celles que j'ai vues. Demi-ténèbres et lueur jaune de bougies. Le cuisinier à grosses lèvres nous sert ce soir-là une ignoble piquette gâtée qui laisse au palais un goût d'encre. J'échoue dans une grange sur la paille. Samedi 5 septembre 1914. Maurice Genevoix écrit dans ses cahiers de guerre « Les étapes succèdent aux étapes. Beauzée-sur-Aire, Somaine, c'est là, pendant une halte horaire, que je vois les premiers bulletins des armées. Des canards en famille se promènent sur l'Aisne, une toute petite rivière qui passe en plein village. Rambercourt au Pau, une belle grande église du XVIe, un peu lourde, un peu trop ornementée. Chaque fois qu'on passe dans l'ombre d'un arbre, je tiens mon képi à la main et j'ai envie de m'arrêter. Des gendarmes, des forestiers, des autos à fanion toujours. Ça n'est plus le front, décidément. Un tortillard avec une gare minuscule. C'est par cette ligne que nous passerons sans doute, de nuit, en route vers Paris. Il n'est plus bruit que de cela. Condé en Barrois. Une longue file d'autobus venant du village nous aveugle de poussière opaque. Nous nous arrêtons pour la grande halte, sur un chaume où les formes s'altèrent dans la vibration de l'air. Un pauvre diable vient se présenter au capitaine. Il est ceinturé de bidons et de musettes qui laissent voir des goulots de bouteilles. Dans chaque main, une paire de poulets battant des ailes et gloussant. Comme il tient entre les dents la ficelle d'un paquet, il ne peut pas arriver à s'expliquer. Débâillonné, il nous raconte d'une voix lamentable qu'il s'est fait cueillir dans le village au moment où il accumulait les provisions, mais qu'il a tout payé, qu'il est un honnête homme, qu'il ne volerait pas une épingle, qu'il n'a pas de chance. On le condamne à porter ses victuailles au poste de secours. Je me suis reposé 2 heures avec Pardo chez un marchand de bicyclettes. La chambre était bouleversée, des ballots s'empilaient dans un coin, l'armoire vide béait. Est-ce que ces gens s'en allaient par prudence ou par ordre? Même bouleversement dans la maison où nous dînons. Rien dans le buffet, des murs nus, la table semble perdue dans la solitude froide du parquet ciré. C'est la ripaille dans ce gros village qui n'a pas vu de troupes encore. Jusqu'ici, nous n'avons traversé que de pauvres hameaux épuisés, nettoyés à fond. On a acheté pour les hommes des moutons. Ils s'empiffrent. Il y a longtemps qu'ils n'ont bu de vin. Ils en ont et en abusent. Du cidre aussi et de la bière. Quand nous repartons en pleine nuit vers 10 heures,
La colonne ondule et flotte avec de grands à-coups. Il fait très sombre. Derrière moi, j'entends vaguement le pas d'un cheval. Sur ce cheval, Dodeline endormi, le capitaine de la 8e. Il ne se réveille que pour interpeller avec vigueur des hommes que les libations copieuses de l'après-midi obligent maintenant à des arrêts fréquents. L'un d'eux riposte avec une vigueur égale, proteste qu'il est inhumain d'empêcher de pisser un homme qui en a envie et disparaît dans les rangs avant que son partenaire ait eu le temps de l'identifier. Nous revenons sur nos pas, sans nous arrêter à la gare du Tortillard. N'allons-nous donc pas embarquer à Bar-le-Duc ? Le désordre qui règne dans Paris continuera donc d'y sévir. Nous revoici à Rambercourt, marchant silencieusement entre les maisons noires. Nous laissons sur notre gauche la route de Sommaine et coupons à travers champs vers des bois vaguement profilés sous le ciel plus clair. Il y a 100 ans, depuis la citadelle de Verdun, le cercueil d'un soldat inconnu gagnait la dalle sacrée de l'Arc de Triomphe. Sa flamme, gardée par une poignée de braves, ne s'est jamais éteinte. Un siècle plus tard, jour pour jour, celui qui a redonné vie et chair aux combattants de la Grande Guerre entre au Panthéon. Sa flamme ne s'éteindra pas. Le lieutenant Maurice Genevoix entre ici avec tous ceux de 14. L'écrivain Maurice Genevoix entre ici avec toutes les figures qui habitent les 1000 pages de son chef-d'œuvre. Tout un peuple dressé face à l'épreuve et au tourment. Ils sont là. Leur sacrifice dit notre dette et nos devoirs. Il y avait moi parmi vous, leur écrivit Genevoix. Il y avait nous parmi eux, déjà. C'était la deuxième partie de cet hommage à Maurice Genevoix entré au Panthéon le 11 novembre 2020. Et ces textes étaient extraits du recueil Ceux de 14 aux éditions Flammarion. C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.